L'économie le max sur i24 News. Bienvenue à tous. Au sommaire aujourd'hui, le parti Syriza peut-il changer la donne en Grèce? Son triomphe hier à l'issue des législatives le place face à sa promesse, la fin des politiques d'austérité. L'Europe entière attendait le verdict des urnes. Elle examine maintenant attentivement les premières annonces d'Alexis Tsipras. Le point dans un instant. Et puis gros plan aussi sur l'industrie pétrolière qui a fait la richesse de l'Écosse où les salariés du secteur gagnent environ 2,5 fois le salaire moyen au Royaume-Uni. Mais aujourd'hui à Aberdeen, la dégringolade des cours de l'or noir fait craindre le pire. Déjà des centaines de licenciements. On y revient en fin d'édition. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Et avant cela, l'essentiel de ce qu'il faut retenir de l'actu économique internationale. Un passage d'abord en Inde où s'est rendu le chef de la Maison-Blanche. Vous le voyez, Barack Obama. Rapprochement très clair entre New Delhi et Washington en quête d'un allié de poids face à la Chine dans la région. 100 milliards de dollars d'échanges par an entre les deux pays. Les États-Unis veulent quintupler ce chiffre. Alors une visite d'État pour faire avancer aussi le dossier du nucléaire civil. Et c'est chose faite, les entreprises américaines devraient pouvoir construire des centrales en Inde. Centrales qui seront inspectées par l'AIEA avec un fonds du gouvernement indien pour assurer les opérateurs étrangers en cas d'incident. Je suis heureux d'annoncer que 6 ans après la signature de notre accord bilatéral, nous progressons vers une coopération commerciale compatible avec nos lois et avec les obligations légales internationales. Nous avons fait une avancée significative sur 2 points qui entravaient la mise en place d'une coopération sur le nucléaire civil. Et nous nous engageons à le mettre en œuvre totalement. C'est une étape importante qui montre que nous pouvons encore renforcer nos relations. L'énergie nucléaire, enjeu majeur pour l'Inde, 1,3 milliard d'habitants. Non loin de là, autre visite, c'est la chef de la diplomatie australienne, Julie Bishop, qui était en Afghanistan. Une promesse, 300 millions de dollars d'aide de la part de Canberra pour stimuler la reprise du côté de Kaboul, avec une croissance qui s'est effondrée l'an dernier autour de 3% contre 6,5% en 2013 ou 10% en 2012. Objectif également, la stabilité sécuritaire. L'Australie a contribué pour environ 1 milliard de dollars d'aide ces dernières années. Entre 2015 et 2017, nous poursuivrons cet engagement avec 300 millions de dollars pour soutenir votre secteur privé, améliorer les opportunités économiques et construire les infrastructures si nécessaires à votre croissance économique. Et toujours plus à l'aide, cette fois en Somalie, dans la Corne de l'Afrique, avec une escale du président turc Recep Tayyip Erdogan, de retour d'Arabie Saoudite. À Mogadiscio, en présence de son homologue somalien, il a inauguré le nouveau terminal de l'aéroport. L'occasion de réaffirmer l'engagement d'Ankara à investir largement en Somalie. Hôpitaux, infrastructures, mosquées, un soutien de longue date à la reconstruction d'un pays ravagé par 20 ans de guerre civile. Nous avons discuté de plans en milieu rural en commençant par construire 10 000 maisons en 2 ans pour les plus démunis. Le partenariat stratégique entre la Turquie et la Somalie et les différents accords signés aujourd'hui marquent le début d'une alliance à long terme. Au Venezuela, un week-end marqué par des manifestations massives à l'appel de l'opposition. Plusieurs milliers de personnes ont défilé pour exprimer leur exaspération face aux pénuries chroniques de biens de première nécessité, aliments de base, médicaments ou produits d'hygiène, alors même que l'inflation, on le sait, bat des records et que la principale ressource du pays, le pétrole, a vu ses cours s'effondrer. Le pays tombe en ruine parce qu'on a un président qui ne fait rien et on veut qu'il s'en aille maintenant. Qu'il nous laisse en paix, que le Venezuela s'en sorte, que l'on se repose, car on est fatigué de 16 années de mensonges et de tromperies. Voilà, et puis un indicateur en bref, sachez que le déficit commercial du Japon a atteint un record historique en 2014, 108 milliards de dollars, en hausse de 11% sur un an. Depuis l'accident nucléaire de Fukushima il y a 4 ans, Tokyo importe son énergie, des hydrocarbures, et la faiblesse du yen alourdit la facture, même si en décembre, ce déficit a entamé son recul, profitant bien sûr de la baisse des prix du pétrole. Le peuple grec a parlé. Les mots mêmes du Premier ministre battu Antonis Samaras et l'Aliès hier soir dans les rues d'Athènes. Au pays de la démocratie, c'est donc Syriza, la gauche radicale et son refus des politiques d'austérité qui triomphent à l'issue des législatives anticipées, sans doute jouées d'avance. Non au diktat du FMI et de la BCE après 6 années de récession. Et à 40 ans, Alexis Tsipras cristallise les espoirs de toute une génération. Léa Volbert avec Amir Ben David. La Grèce tourne une page. Dimanche soir, la Grèce a fermement rejeté les politiques de rigueur.
La victoire écrasante du parti Syriza aux législatives anticipées sonne comme une mise en garde adressée au reste de l'Europe. Il s'est fait connaître par son franc-parler. Alexis Tsipras, le leader du parti radical de gauche, devrait très vite diriger un nouveau gouvernement avec l'objectif annoncé de tourner la page de l'austérité. 36% des voix pour Syriza, c'est presque 9 points de plus que le parti du centre-droit Nouvelle Démocratie du Premier ministre Antonis Samaras, qui a rapidement reconnu sa défaite. J'ai bonne conscience, j'ai dit la vérité au peuple grec jusqu'à la fin. J'espère sincèrement que mes prédictions ne se réaliseront pas. Car c'est de la Grèce dont on parle, mais je dois vous mettre en garde. Dimanche, devant une foule de partisans massés à l'extérieur de l'université d'Athènes, Alexis Tsipras, 40 ans, a promis de relancer l'économie et d'empêcher les créanciers de la Grèce d'étrangler le pays. Notre victoire est simultanément une victoire pour tout le peuple européen qui se bat contre cette austérité qui détruit le futur de notre Europe unie. La victoire de Syriza est un tournant majeur pour l'Europe qui fait face depuis plusieurs mois à une vague de populisme. En France, en Italie ou en Espagne, la grogne monte contre les politiques lourdes de sacrifices, jugées inefficaces pour relancer la croissance et l'emploi. En Grèce, ce soir, nous allons entendre tic-tac, tic-tac, tic-tac. Nous voulons entendre cela bientôt en Espagne aussi. Syriza est en passe de devenir le premier parti anti-austérité à prendre le pouvoir en zone euro. Le premier à briser le bipolarisme qui domine la vie politique grecque depuis 4 décennies. Et la bourse d'Athènes était déjà en chute libre à l'ouverture ce matin, avant de passer la journée dans le rouge. En tout cas, la Grèce était, c'est sûr, au cœur des discussions ce lundi à la réunion de l'Eurogroupe à Bruxelles, la réunion des ministres des Finances de la zone euro. Avec nous pour en parler, l'économiste Michael Gabay. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. D'abord, votre interprétation de ce qui s'est passé hier soir. Les Grecs, finalement, qui disent stop aux politiques d'austérité, stop à la tutelle des créanciers, quitte à en payer le prix fort, finalement, peut-être. Encore une fois, c'est beaucoup de démagogie. Ça veut dire que je connais personne à qui on propose d'arrêter de payer l'électricité, de recevoir de l'argent, qu'on lui augmente sa retraite, etc., qui ne vote pas pour cette personne. C'était la bourse, c'était l'inflation, voilà, la démagogie. Un plan qui est quasiment irréalisable parce que il faut de l'argent pour ça et aujourd'hui personne ne prête de l'argent à la Grèce. Surtout la Troïka, donc sauf la Troïka, faire de l'austérité, quoi. Voilà, ils sont un peu truc. La seule chose qui reste à la Grèce aujourd'hui, clairement, c'est de renégocier éventuellement sa dette, de réussir à un rééchelonnement de la dette à plus long terme, de dire voilà, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans qu'on fait des efforts, on a réussi à réduire le déficit, on reste quand même extrêmement endetté, on parle de 175% du produit national brut. Essayer de trouver un système d'échelonnement de la c'est ce que promet Tsipras, ouais. Mais dans le principe, en mettant un petit peu de côté tout ça, en prenant la calculatrice, est-ce que Syriza a vraiment tort de dire on veut faire de la relance aujourd'hui ? Oui, mais encore une fois, il faut pouvoir le faire. En sachant que le FMI aussi dit que l'austérité a provoqué aussi la chute de la croissance. Encore une fois, c'est toujours une question d'œuf et de poule. C'est qu'est-ce qui est avant, qu'est-ce qui va après. La croissance, relancer, etc., c'est bien, mais il faut des moyens. Si Syriza, l'extrême gauche, arrive à présenter un plan, c'est ce qu'ils ont dit, ils vont travailler dessus pendant 15 jours, trouver un plan qui va permettre une alternative à ce qui a été mis en place, peut-être par un système d'injection de relance, mais toujours dans une optique où ça va augmenter la croissance, ça va servir à la croissance, alors peut-être qu'on peut réfléchir à autre chose. Mais aujourd'hui, c'est difficile d'imposer d'essayer de faire de la relance après plusieurs années de rigueur. On sait que les effets sont quand même limités. Encore une fois, ils parlent d'une création de 300 000 emplois, ça c'est des potentiels de relance. Ils parlent de lutter contre la corruption, contre l'évasion fiscale, etc. Tout ça, ce sont des potentiels de relance. Après, s'ils arrivent à montrer, voilà, profiter de l'euro faible pour être un pôle d'intérêt pour des investisseurs éventuels, pour des constructeurs, etc., à ce moment-là, ils peuvent éventuellement réussir à renégocier quelque chose. Mais si c'est négocié pour donner l'électricité gratuite, augmenter le salaire minimum, augmenter les retraites, je ne vois pas pourquoi l'Europe accepterait. Avec des risques aussi, on sait quand même qu'il y a un gros risque pour la Grèce de perdre encore plus son attractivité après cette victoire de Syriza. Ça devient compliqué, ça veut dire que c'est toujours le problème de l'extrême gauche. C'est quelque part un test, grandeur nature. Même s'il n'y aura pas de sortie de la zone euro peut-être ? Non, c'est sûr et certain qu'il n'y aura pas de sortie de la zone euro, personne ne le lit. D'ailleurs, l'euro aujourd'hui est en hausse. Après quelques jours de chute, c'est un test. C'est à eux de montrer
qui sont capables d'amener notre alternative en ayant des vraies prévisions, en ayant un vrai programme, en ayant quelque chose qui relance, qui amène de la croissance et pas une augmentation des aides et des cadeaux qu'on va faire à la population. Et vous pensez que Syriza sera obligé d'aller jusqu'au bout du plan de relance de toute façon ? Non, ils peuvent renégocier. Encore une fois, ils ont été bons élèves pendant 3 ans. Quand il y a 3 ans, ils ont reçu de l'argent, ils étaient au bord de la faillite, ils devaient recevoir n'importe quel plan, ils devaient signer sur n'importe quel papier. Aujourd'hui, ça fait 3 ans, ils ont réussi à réduire leur déficit. Ils sont à 1% de déficit, donc c'est vraiment un très très bon élève dans la zone euro. Ils restent quand même avec une énorme dette de 175%. S'ils arrivent à montrer, venez, augmentez-nous le déficit, ramenez-nous-le à 3%, avec ce 1,5%, on va créer de la croissance, on va réussir à baisser notre dette, à augmenter notre PNB. À ce moment-là, peut-être éventuellement, la Troïka pourrait voir un rééchelonnement de la dette, tout en sachant qu'il y a certains, par exemple la BCE ne peut pas effacer sa dette, elle n'a pas le droit. Il y a quelques dettes qui sont plus compliquées que d'autres. Vous pensez quand même dans ce contexte qu'avec le programme d'assouplissement quantitatif de la BCE, ça peut donner un petit peu plus de marge de manœuvre quand même à la Grèce aujourd'hui ? Non, ça va juste aider à baisser les taux d'intérêt. Peut-être que ça va créer chez certaines personnes qui étaient investies en obligations de l'argent en cash et amener des opportunités. Mais c'est à la Grèce de se présenter comme une alternative pour les investissements dans à l'Extrême-Orient, etc. Comme l'a été l'Espagne à une époque, comme a pu l'être la Turquie à une certaine époque, amener, montrer, voilà, on a de la main-d'œuvre, on va vous aider, on va encourager les investissements étrangers, profiter d'un euro faible, profiter des liquidités, des taux d'intérêt, pour être un pôle de développement. Donc un petit peu d'espoir quand même. Merci beaucoup Michael Gabay pour toutes ces explications. Allez, autre dossier, on part en Écosse. Moins 60% pour les cours du baril de Brent de la mer du Nord depuis la mi-juin. Baril qui fait figure de référence mondiale et à moins de $50. Eh bien, la rentabilité des exploitations est déjà mise à mal. Les géants du secteur licencient par centaines. Est-ce une menace pour Aberdeen, une ville qui a bâti sa prospérité sur l'or noir? Le défi est de taille, mais pas de quoi décourager, vous allez voir, la population sur place. Reportage. La foudre est tombée sur l'économie d'Aberdeen. L'exploitation du pétrole en mer du Nord a fait de cette ville écossaise la capitale du pétrole en Europe. Le secteur pétrolier représente environ 40 milliards d'euros. Mais la dégringolade massive des prix de l'or noir menace lourdement le secteur. Les majors pétroliers ont vite réagi. BP, Royal Dutch Shell et Chevron ont annoncé des licenciements par centaines en mer du Nord. Pour les milliers de travailleurs menacés de licenciement, ceci est une crise. C'est une crise qui impacte leur vie, donc cela signifie beaucoup de licenciements. Un grand nombre de travailleurs ayant des contrats à durée indéterminée, avec de bonnes conditions, voient leur situation changer. Ils auront des shifts plus longs, travailleront plus et auront moins d'avantages. Et beaucoup d'entre eux vont se retrouver au chômage. Ils ont aussi décidé d'annuler certains contrats avec des entreprises locales. Pas de défaitisme pour autant, beaucoup ici sont convaincus que les prix vont remonter. L'industrie pétrolière, dont les salariés gagnent en moyenne 2,5 fois le salaire moyen au Royaume-Uni, a fait la prospérité d'Aberdeen. Aujourd'hui, les Aberdeenois qui ont voté en septembre contre l'indépendance de l'Écosse tentent de se rassurer. Eh bien, c'est déjà arrivé et cela arrive à nouveau, donc nous devons juste passer à travers et espérer que cela s'arrange. Il y aura probablement des pertes d'emplois à cause de cela, mais ça arrive malheureusement dans l'industrie. Je pense que le plus gros problème sera probablement les industries de soutien, y compris les hôtels et des choses comme ça, parce qu'ils comptent sur toutes les personnes qui viennent ici pour travailler. De leur côté, les politiques, aussi bien à Westminster qu'à Holyrood, promettent de baisser les taxes pétrolières pour alléger les coûts de production du brut de la mer du Nord. Je pense qu'il faut agir vite, mais je veux être sûr qu'ils agissent correctement. Il ne faut pas que ce soit une action d'urgence pour gérer la crise. Parce que ce que nous voulons est un environnement stable qui va permettre à l'industrie pétrolière de fonctionner de manière efficace. Mais nous voulons aussi qu'il contribue toujours à l'économie britannique sous forme de taxes, que le baril soit à 50 ou à $100. En 2013-2014, les revenus des taxes ont chuté de 25%, soit une perte de 4,7 milliards de dollars à cause notamment de la baisse de la production. Un baril à $50 ne va pas améliorer les finances locales. Ouais, d'où l'enjeu de la diversification. Allez, on passe au Media Watch. Et on s'intéresse au salaire du patron de la marque à la plus grosse valorisation boursière de la planète, la marque à la pomme. Bonjour Léa Volbert. Bonjour. Tout va bien pour Tim Cook.
Et c'est un euphémisme puisqu'on va commencer avec des chiffres qui donnent le vertige. 9,2 millions de dollars, soit 8,2 millions d'euros. C'est le salaire de Tim Cook, le grand patron d'Apple, en 2014. Une somme astronomique pour le commun des mortels, certes, mais qui reflète la bonne santé du groupe puisqu'en 2014, eh bien, le chiffre d'affaires d'Apple a augmenté de 7%. À noter également que dans ces 9 millions de dollars, eh bien, on compte les jours de congé que Tim Cook ne s'est pas octroyé. Et oui, puisque même quand on est le patron d'Apple, eh bien, les congés payés, c'est quelque chose de sacré. Mais Tim Cook doit surtout sa coquette rémunération à ses actions. Quand il est arrivé à la tête d'Apple en 2011, eh bien, son portefeuille d'actions était estimé à environ 378 millions de dollars. Aujourd'hui, ce chiffre a presque doublé pour atteindre 680 millions de dollars. Ça fait beaucoup. Pour se faire une idée en euros, eh bien, ce sont 605 millions d'euros qu'a empoché Tim Cook uniquement grâce à ses actions au sein d'Apple. Et il va en profiter sans doute encore plus avec le lancement bientôt de l'Apple Watch. Merci beaucoup Léa Volbert et à très bientôt. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie le Mag revient demain sur i24 News. Au programme notamment l'essor du tourisme africain en Israël. Et l'info continue, restez avec nous.